les pays maghrébins qui sont sortis entre 58 et 63, mais juste avant, les pays du Mékong francophone aussi, le Vietnam, le Laos et le Cambodge, qui sont sortis après les accords de Pau et de Paris, dès 1954. Je crois que ce qu'on peut retenir de ces sorties, c'est que lorsqu'elles sont collectives et coordonnées, elles ont des chances d'aboutir. Je crois qu'une des faiblesses de la sortie guinéenne a été qu'elle était finalement une sortie isolée. Parce que, et les travaux le montrent, lorsque vous prenez les travaux du professeur Gaston Leduc, il dit dans les années 70, il faut étudier le cas de la Guinée, non pas pour s'en inspirer, mais pour voir comment on ne doit pas gérer la monnaie. Et donc, évidemment, la France des années 70 voulait donner un exemple aux autres, en disant, vous ne pouvez pas sortir seul et réussir. Puisqu'on sait aujourd'hui qu'il y a eu l'hyperinflation en Guinée, orchestrée par Foccart, qui a déversé des tonnes de faux billets en Guinée. Et donc ça me ramène à la question de madame. Oui, les billets voyagent. Les billets voyagent. Régulièrement, on attrape des dirigeants africains à Roissy avec des valises pleines de billets. Donc je vous confirme que les billets voyagent. Et après, avec toutes les conditions de sécurité requises, pour ce qui concerne en tout cas la partie formelle, la partie légale de la chose. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent. Sur l'hégémonie, je confirme également, la Guinée équatoriale a exigé le poste de gouverneur de la Banque centrale à partir du moment où elle a été la première contributrice aux réserves de change de la zone CEMAC. Jusque-là, c'était le Gabon. Et vous connaissez, on a eu Jean-Félix Mama-Lepo, qui était le gouverneur historique de la BEAC, et le poste revenait au Gabon. Et quand la Guinée équatoriale est devenue première contributrice, elle a exigé d'avoir le poste de gouverneur. Et le bon côté de la chose, c'est qu'en Afrique centrale, le poste tourne. Actuellement, c'est Mahamat Toli, qui est tchadien, qui est le gouverneur de la BEAC. En Afrique de l'Ouest, c'est toujours un Ivoirien qui est gouverneur de la Banque centrale. Parce que la Côte d'Ivoire est le pays, disons que c'est l'Allemagne de l'Afrique de l'Ouest, francophone. Sinon, c'est le Nigeria, si on prend l'ensemble de la CEDEAO. Mais, effectivement, il y a cette hégémonie qui fait que le gouverneur est toujours ivoirien. Et, bon, le siège est à Dakar. Et comme par hasard, c'est les deux pays qui étaient le plus en pointe à l'époque coloniale. Sur la question du choc climatique, en fait, le climat joue en Afrique de l'Ouest sur la question de l'inflation, parce que quand vous avez une sécheresse, l'offre agricole n'est pas énorme. Par rapport à une demande qui reste stable, les prix montent. Et ensuite, il y a une transmission des prix des marchés ruraux vers les marchés urbains. C'est pour ça que lorsque vous avez un choc climatique défavorable, quelques mois après, vous avez sur les marchés urbains une flambée des prix. Et deuxième élément qui fait que le climat joue chez nous, c'est que nous n'arrivons pas à atteindre la convergence nominale pour une raison simple, c'est que la région sahélienne a une saison sèche et une saison de pluie, alors que les pays côtiers ont 2 saisons sèches et 2 saisons de pluie. Ça veut dire que vous n'êtes jamais dans les mêmes phases du cycle. Ou quand vous êtes dans les mêmes phases du cycle, c'est de manière temporaire. Et comme nos économies sont agricoles, je prends le pari qu'il n'y aura jamais de convergence. C'est pour ça que quand certains chefs d'État disent on ne fait pas la monnaie CEDEAO parce qu'il n'y a pas encore de convergence, ça fait doucement rigoler parce qu'on sait très bien que des économies agricoles
qui n'ont pas les mêmes saisons ne peuvent pas converger, sauf à les industrialiser. Et donc, après, c'est un point très intéressant. J'ai gardé pour la fin les questions liées à la souveraineté. Jean-Paul Fitoussi dit très bien dans son dernier ouvrage, Le théorème du lampadaire, il dit, mais en parlant de l'Europe, mais c'est la même chose que dans la zone franc, il dit aujourd'hui, on a des légitimités sans instruments et des instruments sans légitimité. Il dit c'est le monde dans lequel nous vivons actuellement. Donc, au niveau national, où il y a cette souveraineté, vous n'avez plus les instruments de pilotage. On a tout concédé à Bruxelles. Comme chez nous, en Afrique de l'Ouest, on a tout concédé à la BCEAO à Dakar. Et ces institutions supranationales n'ont aucune légitimité, mais ont les instruments de pilotage de nos économies. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment mettre en phase les instruments dont on a besoin et la légitimité. Et c'est tout le défi qui fait que nous sommes dans le même bateau, si vous voulez. Moi, ce que je dis régulièrement, c'est qu'on n'a jamais été aussi proches les uns des autres, l'Europe et l'Afrique. Parce que l'Afrique a servi de laboratoire pour les politiques néolibérales qui sont mises en œuvre à l'heure actuelle en Europe. Et donc, il faut regarder du côté de l'Afrique, parce que ce qui s'y passe se répercute ensuite ici. C'est ce que Hannah Arendt dit. Hannah Arendt dit, l'Occident a l'habitude d'infliger aux populations périphériques les maux qu'il s'apprête à s'infliger à lui-même. Okay. Et donc ça, c'est intéressant de voir que sur la Grèce, c'est exactement l'ajustement structurel. Le paradoxe, c'est qu'on fait jouer une histoire alors qu'on connaît la fin de l'histoire. En Afrique, ça a été l'allègement de la dette. Donc on savait très bien, dès le départ, que la Grèce ne pouvait pas s'en sortir si on ne lui effaçait pas la dette. Mais on lui a fait jouer cette histoire. Pourquoi? Parce que derrière, il y a l'Italie, il y a la France. Et donc, il ne faut jamais envoyer ces signaux, il ne faut jamais oublier qu'on est dans un système qui envoie des signaux pour que, justement, les peuples ne puissent pas avoir leur mot à dire. Je crois que je vais m'arrêter là. Les questions de Léandre, nous en discuterons plus tard. Mais compétitivité versus souveraineté, non, parce que la compétitivité, elle se construit. Comment les Asiatiques se sont développés? C'est par le mercantilisme. Et donc, il leur fallait de la souveraineté pour être protectionnistes à l'import et construire les ressorts de leur compétitivité à l'abri de la concurrence internationale. Donc, les deux vont ensemble, la compétitivité et la souveraineté. Et il faut sortir de Heckscher ou Lynn Samuelson qui nous disent que ce sont les facteurs, les dotations factorielles qui font la compétitivité. Non, Krugman nous explique que la compétitivité se construit. Et donc, chers amis, vous voyez qu'avec le CFA, on ne sort pas. La zone de libre-échange continentale, c'est déjà un peu les réponses à la question. L'idée qui me plaît dans la zone de libre-échange continentale, c'est que les Africains commencent à penser commun. C'est important que les gens pensent à avoir des défis communs. Après, le drame de l'ajustement structurel et du consensus de Washington, c'est que toute réflexion alternative est bannie. Ce qui fait que même pour piloter l'Afrique de demain, on récupère des instruments complètement néolibéraux, avec cette thèse du grand marché mondial qu'on veut jouer au niveau africain. Donc je crois que le double enjeu, c'est l'unité africaine, notamment sur la question monétaire, mais aussi et surtout la capacité
de construire les modalités de notre vivre ensemble. Et je crois que c'est le défi, le double défi des années à venir pour notre continent. Merci.